m'étais dit à quel moment je mets l'assurance. Moi, j'adore le métier de l'assurance. J'ai bossé pour la plupart des compagnies d'assurance, différents sujets, c'est très sympa. Et en même temps, chaque fois, c'est difficile de vous motiver à venir essayer de débattre sur ces sujets-là. Donc, je me suis dit, si je les mets vers la fin, non pas vous, eux, si je vous mets vers la fin, ça vous fera une bonne excuse pour partir déjeuner. Je ne suis pas d'accord parce que vous allez voir, c'est extrêmement passionnant ce qui se passe dans l'assurance en ce moment. Et donc, un grand merci à vous quatre de vous être libérés et d'avoir patienté. Parce que je crois que c'était 10h20 alors que je vous avais donné. 10h15. Merci de le souligner, Julien, je le note. On est copains sinon. Donc, peut-être un premier tour de table rapide, parce que tout le monde ne vous connaît peut-être pas aussi bien que moi. Donc, puisque tu venais de souligner un point, je te laisse te présenter, puis je vous laisse chacun faire la même chose. C'est censé marcher. Oui. Une question déjà là Ah non, le slide. Ah, merci. Alors moi, je suis Julien Martinez et chez Alliance France, je suis en charge de la stratégie, de l'innovation et des fusions-acquisitions. Donc Alexandre Rispal, je suis directeur général de Moonshot Internet, donc, qui est une assurtech dédiée aux e-commerçants et filiale de Société Générale Assurance. Tu vas trop vite. Je vais trop vite. Parce que je pense que Alliance, tout le monde connaît. Moonshot Internet, un petit peu plus, ça fait quoi? C'est bientôt aussi connu qu'Alliance. Oui, donc Moonshot Internet, c'est donc une assurtech qui fonctionne en B2B2C et qui fait des micro-produits d'assurance, donc pour quelques cents ou quelques euros, qu'on distribue donc sous la forme d'API. On automatise un maximum de choses, notamment la gestion des sinistres, puisque notre objectif, nous, c'est de faire de l'immédiateté au niveau de l'indemnisation. On est donc 15 aujourd'hui, on est basé sur Paris et on a vocation également à accompagner des acteurs du e-commerce, du paiement, des néobanques en France et à l'international. Merci. La même chose pour toi, Eric. Donc Eric Mignot, je suis le fondateur de Plus Simple. Plus Simple, c'est le courtier digital en assurance pour les pros, les indépendants et les TPE. En deux mots, il y a 3 piliers de Plus Simple. Le premier, c'est un robot courtier. Donc on a automatisé en fait le conseil, la découverte du besoin client et toute la digitalisation du parcours et de la gestion des polices d'assurance. Le deuxième pilier, c'est qu'on a créé une plateforme de e-commerce qui permet aux coiffeurs, aux kinés ou à n'importe quel professionnel d'acheter en fait ces assurances. On lui pose 10 questions, il signe en ligne, il paye en ligne et il est immédiatement assuré. Et le troisième pilier de Plus Simple, c'est une distribution qui se fait via des partenariats avec des acteurs corporates. Et aujourd'hui, on a signé une dizaine de partenariats avec tous les plus grands courtiers de la place, un certain nombre d'assureurs, et on est en train de développer avec 3 banques leur plateforme d'assurance des professionnels. Merci. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Gilles Scaramiglia, je suis directeur du digital et de l'expérience client d'Aviva France. Alors Aviva, en 2 mots, je pense qu'en termes de notoriété, on doit se situer un peu entre Alliance et Moonshot, même si on progresse un peu en direction d'Alliance. Donc on est un grand assureur européen, on est le leader au Royaume-Uni. En France, on a 3 millions de clients. À peu près 107 milliards d'assets under management. On est présent sur tous les métiers de l'assurance, on fait du dommage, on fait de la protection, on fait de l'assurance vie, on fait de la santé et on couvre tous les segments de marché, individuels, professionnels et entreprises. Voilà, donc une petite start-up. Je vais commencer justement par Alexandre, parce que c'est une bonne transition avec la séance d'avant. J'ai hésité d'ailleurs, comme tu n'étais pas banque, je ne t'ai pas invité dans la séance d'avant, mais le côté on le fait dedans ou on le fait dehors. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris les relations avec Société Générale. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, donc Moonshot Internet, c'est issu d'une démarche d'intrapreneurs, donc de personnes qui étaient issues de Société Générale Assurance. À l'origine, moi j'étais responsable de l'innovation pour la partie IARD. Donc il y a une autre personne dans la salle qui était avec moi, donc Emilien, qui était dans mon équipe. Et donc on avait une volonté de travailler sur la surtech et de répliquer des modèles qui gagnent, on va dire, notamment en Asie. Et en parallèle, il y avait la volonté d'importer en Europe le modèle de Zongan. Donc Zongan, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une JV entre Alibaba, Ping An et Tencent qui donc a lancé l'assurance contextuelle et qui a vendu plusieurs milliards de polices d'assurance en quelques années, et qui fait des produits d'assurance très vite. C'est-à-dire qu'un produit d'assurance peut se faire en quelques jours, quelques semaines. Et donc la première étape, c'était de se dire comment est-ce que ce qui cartonne en Chine, on peut le réimporter sur le marché européen
pour l'adapter. Ça a été la première étape. Donc on a regardé en étant sur nos postes à l'époque. Et on est arrivé à la conclusion à la fin d'un MVP, donc qui était courant plutôt fin 2016, qu'on pouvait répliquer. Ça a donné naissance à Moonshot Internet donc en mars 2017. Première étape, ça a été de créer donc, ce système d'information. Donc on a été chercher la brique, une des briques de Zongan, qui permettait de faire ses produits d'assurance extrêmement rapidement. Et puis on a rajouté dessus plusieurs briques qui fonctionnent plutôt bien sur le marché français. Donc par exemple, on a travaillé et on travaille avec Lydia sur la partie paiement et on a développé notre savoir-faire ensuite sur tout ce qui était tarification, analyse des bases de données et exécution. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année 2017, on a été capable d'apporter la preuve avec un MVP qu'on pouvait faire ces produits rapidement. Donc nous, notre time to market, il est en 3 temps avec nos clients. 30 jours pour la phase de conception donc, du produit, de POC, 30 jours pour la configuration et après 30 jours de test et de déploiement. Donc en 90 jours, on peut faire un produit from scratch et après, sinon, on peut le déployer en moins d'une semaine quand ce sont des produits qu'on a sur étagère. Alors qu'est-ce qu'on fait depuis le début de l'année? On a déployé des produits dans le retard d'avion. Donc on est capable aujourd'hui de détecter avec les bases de données de l'aviation mondiale tous les retards et de dire aux personnes, si vous voulez attendre dans un lounge, vous resterez. On pousse automatiquement ça sur le téléphone des gens, directement, enfin, de nos clients. Ça, c'est le retard au départ. On fait le retard à l'arrivée également. Et on travaille sur le retard de livraison. Donc, typiquement, des acteurs aujourd'hui qui veulent avoir une promesse de livraison en 1 heure. Et si jamais il y a 5 minutes, 10 minutes de retard, offrir quelque chose à leurs clients. Par exemple, des réductions sur des bons d'achat, une indemnisation pour éviter d'avoir une mauvaise expérience. On est capable de le faire également. Et alors, je parlais tout à l'heure du paiement des néobanques. C'est aussi des clients avec lesquels on travaille de plus en plus parce qu'il y a des sujets aujourd'hui autour des cartes bancaires et notamment des services qu'on peut apporter autour des dépackaging. Et ben, typiquement, nous, nos produits d'assurance, ils peuvent venir s'intégrer dans des prestations complémentaires de cette manière-là. Dernier type d'acteurs avec lesquels on travaille sont les assureurs et les courtiers, puisqu'il y a quand même des gros sujets de roadmap IT aujourd'hui chez tous les acteurs de la place. Et en marque blanche, on peut faire une accélération d'innovation pour venir nous intégrer dans des offres un peu plus mainstream, type auto-habitation, où on va apporter la petite garantie supplémentaire qui va bien et apporter le sourire au client final. Donc Moonshot, c'est parti d'une démarche véritablement d'intrapreneuriat au sein d'un grand groupe. On a fait un choix fort avec le sponsoring qu'on a eu dès le départ, donc qui est Philippe Perret, CEO de Société Générale Insurance. Ça a été de se dire on veut une structure qui soit à côté, où on n'ait pas de legacy et où on puisse finalement, from scratch, être en capacité de se challenger sur tous les aspects du time to market, d'apporter des nouveaux services aux clients. Et on avait la conviction que pour y arriver, il y avait la voie médiane, qui est celle finalement de l'innovation au sein d'un grand groupe, qui était pertinente parce qu'on a bénéficié d'un accompagnement sur la compliance, sur la sécurité informatique, et on est dans des environnements régulés où pour innover, il faut être aussi compliant. Et donc, on a voulu essayer d'allier le meilleur de ce qui se faisait à un instant T sur la tech et en étant dans une course de vitesse, tout en ayant finalement l'expertise, l'appui, pas seulement capitalistique, d'une grande maison qui avait envie justement de mener cette expérimentation. Et du coup, dans l'équipe, ça se retranscrit aussi, puisque on a finalement une mixité de profils entre donc, des intrapreneurs qui étaient versés sur l'innovation, la prise de risque, et des effectifs qui nous ont rejoints, qui viennent du monde des startups, à proprement parler, qui ont déjà vécu une ou plusieurs expériences professionnelles, avec des succès et des échecs, pour être en capacité d'avoir faim. Parce que pour réussir, il faut avoir faim. Et on parlait tout à l'heure là, des versants nord. Typiquement, nous, on a la conviction qu'il faut arriver à trouver finalement le meilleur moyen d'arriver le plus vite possible en haut, mais que c'est la finalité qui compte. Et on pense que cette coopération et ce modèle entre grands groupes et start-up, finalement, il est extrêmement vertueux au travers de l'entrepreneuriat. C'est un entrepreneuriat de type SMH, c'est-à-dire que demain tu pourrais ouvrir le capital à d'autres acteurs, ou ça reste une filiale de Société Générale à part entière, vous pouvez rester dans le groupe. Aujourd'hui, le maître mot, c'est le pragmatisme. Donc typiquement, on est dans un système aujourd'hui où on a les fonds nécessaires pour avancer. L'enjeu, il est plutôt sur l'adoption. Après, rien n'est fermé, bien évidemment, mais ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui. Alors plus globalement, pour sortir de cette problématique, qu'apporte Moonshot au secteur de l'assurance qui n'existait pas déjà chez des concurrents ou d'autres insurtech du marché français? Je sais que tu avais parlé de Zongan, mais là on est en France. Ouais. Qu'est-ce que tu as apporté de révolutionnaire ou au moins d'évolutionnaire?
Alors, on a une posture d'humilité, hein, c'est-à-dire que typiquement, on n'a pas la prétention de tout faire. Nous, notre métier, c'est vraiment de fractionner les risques, de les découper et de traduire finalement des insights de nos clients en petits produits d'assurance. Donc, avant tout, on est là pour retranscrire finalement des insights clients en service ou en assurance au bénéfice du client final. Donc ce qu'on apporte, c'est notre savoir-faire d'assurance au service d'autres verticales qui aujourd'hui avaient plutôt des produits un peu one size fits all quand on attaquait ces verticales. Je prends un exemple, le voyage, aujourd'hui, les annulations toutes causes, tout le monde en vend, tout le monde en fait. Sauf que c'est pas forcément digitalisé, c'est pas forcément poussé au bon moment. Donc on s'inscrit dans un parcours client. Notre modèle aujourd'hui, c'est Netflix, c'est Spotify, c'est cette façon de consommer finalement un service d'une manière différente. On apporte l'exécution. Je parlais tout à l'heure des 90 jours pour créer des nouveaux produits ou des nouveaux services. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup parce que finalement aujourd'hui, des produits d'assurance, à part sur les algorithmes, ça reste des commodités. Et finalement, là où on fait la différence, c'est quand on est présent au bon moment pour le client. Et donc, l'exemple le plus important pour nous, c'est le paiement du sinistre. Aujourd'hui, finalement, l'instant de vérité, c'est quand il y a un problème. Quand il y a un problème, aujourd'hui, le client, il doit quand même avoir de l'administratif, appeler des services clients. Ça, on essaye de l'automatiser complètement et donc sans qu'il ait rien à faire, d'être à côté de lui. Donc notre originalité, elle est sur l'exécution et elle est sur l'accompagnement finalement auprès du client au bon moment. Et le dernier sujet, c'est finalement d'apporter de la simplicité. C'est-à-dire que je parlais des produits qu'on fait, ce sont des petits produits, ils ont vocation à être temporaires. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important cette notion de temporalité? Parce qu'on ne veut pas être dans des produits finalement avec des renouvellements annuels qui engagent le client sur plusieurs exercices. Finalement, l'engagement du client, c'est s'il revient consommer la prochaine fois notre service, en gros, si on a été bon. Et on pense que c'est une philosophie aujourd'hui dans la manière de consommer de l'assurance et de la proposer qui est novatrice sur le marché français et a fortiori sur le marché européen. Donc là, c'est ce que ça amène au marché de l'assurance en général et qu'est-ce que cette aventure apporte à la Société Générale Assurance en particulier? C'est un nouveau métier complètement pour eux ou c'est une évolution de business que vous faisiez déjà? Concrètement, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'articule bien par rapport à un principal. Le principal aujourd'hui, ce sont les offres traditionnelles sur la vie, l'auto, l'habitation. Ce qu'on apporte, c'est un complément sur des partenariats extérieurs qu'on est à même de nouer avec de nouvelles verticales, qui n'étaient pas forcément les verticales traditionnelles. Donc ça, c'est sur la partie business. Et après, en termes d'expérimentation, ce qui est intéressant, c'est qu'on co-construit aussi des processus de décision qui permettent d'accélérer derrière la conception de produits. Donc c'est là où on est sur clairement du gagnant-gagnant sur ce type de modèle par rapport à des structures plus traditionnelles. Est-ce qu'il y a des synergies avec le métier, par exemple, retail de la banque? J'utilise ma carte Société Générale pour acheter, tu reconnais le code marchand et tu vas éventuellement me proposer, parce que peut-être j'ai acheté un produit brun ou un produit blanc et tu vas avoir la petite garantie qui va bien pour mon appareil photo qui m'a coûté un peu trop cher à mon goût. Typiquement, je vais répondre par un exemple. Pour tous les clients dans cette salle, je pense qu'ils sont nombreux qui sont clients Société Générale, il y a la possibilité, au travers de programmes de cashback de Team Grande Avenue, de prendre les produits Moonshot quand vous commandez des voyages directement sur ce site, donc Grande Avenue, pour avoir l'assurance retard d'avion directement offerte. Donc voilà, ça c'est. Mais là, c'est à travers la marque, c'est pas à travers, j'allais dire, le système carte de Non, la pas banque de encore. retail. Là, aujourd'hui, on travaille avec une société qui s'appelle CFC Service, qui est une filiale de Franc Finance, et qui propose ce service donc, de cashback et donc les assurances Moonshot. Et donc, évidemment, on a aussi beaucoup d'autres sujets de réflexion, de pistes de synergie possibles. Tu nous as parlé rapidement donc, de la création. Quelles ont été pour toi les principales difficultés rencontrées dans la création de cette nouvelle InsurTech, qui est vraiment encore un nouveau secteur, hein? Je pense que effectivement, tout à l'heure, la table ronde sur la banque, je ne vais pas raconter des choses finalement très nouvelles. Hein. Quand j'écoutais My French Bank ou Eglobred sur Nickel, la première étape, je parlais de la transposition du modèle de Zongan sur le marché français, ça a été de se dire comment est-ce que ce modèle, on l'adapte au final au marché européen. Donc il y a la partie compliance régulation pour pouvoir faire de l'assurance contextuelle de manière sécurisée. Il y a la partie IT. Donc c'est comment est-ce qu'on déploie ce système d'information rapidement. Et ça, au démarrage, ça a été vraiment notre préoccupation d'avoir une technologie éprouvée qui soit capable d'encaisser une montée en charge et une expansion aussi, une scalabilité à l'international. Et enfin, derrière, il y a l'adoption au niveau des clients. On n'a pas la vérité révélée, on part d'inside client, il faut être capable de tester vite, de changer. Donc c'est faire les choses par étapes, mais faire rapidement
pour être en capacité d'opérer. C'est vraiment ça la clé derrière pour être dans le match. Aujourd'hui, à ce stade, on a déployé nos systèmes sur plusieurs clients, on en a d'autres qui vont arriver. On est sur une courbe d'expérience, très clairement. Donc on est quelque part entre My French Bank et le compte Nickel aujourd'hui sur notre rythme de développement. Merci beaucoup. Julien, bah oui, c'est toi. Ça fait 2 ans bientôt, je crois, que tu as intégré Allianz, Exactement. et plus généralement le monde de l'assurance, parce que tu n'en venais pas à la base. Tu travailles plutôt dans l'innovation et la M&A depuis des années. Que penses-tu de la situation des assureurs en général vis-à-vis de la transformation digitale et de l'innovation dont on parle tant ici et ailleurs? Alors, c'est peut-être lié à ce que tu disais tout à l'heure sur le manque d'intérêt que tu supposais de l'auditoire. Donc, j'espère qu'on va vous convaincre et vous réveiller s'il le fallait. C'est vrai que la transformation digitale dans le secteur de l'assurance a été moins rapide qu'ailleurs. Et je pense qu'il y a peut-être 2 types de facteurs pour l'expliquer, mais qui sont assez connus. Il y a un facteur externe et puis un facteur interne. Le facteur externe, c'est que, bien sûr, l'innovation d'autrui pousse à bouger, à se transformer. Et que finalement, dans l'univers FinTech, ça a commencé bien sûr par les moyens de paiement, puis ensuite par les néobanques, nos petits camarades banquiers ont été beaucoup plus bousculés que les assureurs au début. Donc ça, forcément, ça pousse moins à se transformer, à aller vers plus du digital, à réfléchir à ses process internes et à réfléchir à sa relation client. C'est plus le cas aujourd'hui et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fancy. Je crois qu'il faut remercier Eric et Alexandre parce que grâce à vous, notre secteur est devenu beaucoup plus sexy qu'il pouvait l'être il y a 5 ans et ça c'est quand même sympathique. Et puis, il y a aussi des facteurs internes. Quand on est banquier, on a des touchpoints avec son client qui sont incroyablement nombreux. Une fréquence, carte bleue, ce truc dont on parlera plus bientôt qui s'appelle le chéquier, les relais de compte, que sais-je. Il y a des occasions de rencontre avec le client. Quand on est un assureur, et ça c'est un drame pour nous tous, et je pense que Gilles le dirait sans doute mieux que moi, lui qui est en charge de la relation client, on manque de ces points de contact. Je vais prendre un exemple qui est peut-être la limite. Ce n'est pas des exemples des particuliers que nous sommes tous, c'est l'exemple des entreprises. Chez Allianz, on a une très belle position de marché sur le risque entreprise. Après la souscription, en moyenne, en France, sur le marché, les points de contact avec les entreprises qui vous avez vendu de la responsabilité civile, une assurance de dommages sur les biens de l'entreprise, c'est en moyenne 1 fois tous les 5 ans. 1 fois tous les 5 ans. Donc forcément... Et pas forcément pour parler de choses agréables, parce qu'il y a le sinistre. Si, parce que dans ces cas-là, tu envoies des inspecteurs préventionnistes. Alors c'est très sympathique, un inspecteur préventionniste. Dit comme ça, Ça va faire, oui, comme ça fait un peu flipper, mais ça fait la visite de l'usine, ça réfléchit aux moyens de prévenir les sinistres, aux dommages électriques, au risque incendie, qui est un des principaux risques, etc. Mais la moyenne sur le marché en France, c'est 1 fois tous les 5 ans à peu près. pas facile pour le cross-selling. Donc, pas facile pour le cross-selling. Et puis, du coup, forcément, la digitalisation de cette relation, inutile de vous dire qu'avec les clients particuliers, c'est un petit peu plus fréquent, mais finalement, c'est 1 à 2 points de contact par an. C'est un facteur interne très fort qui explique que, effectivement, le secteur de l'assurance a un peu pris du retard sur ce sujet. Alors, les choses évoluent parce que, bien entendu, les attentes des consommateurs ont énormément évolué et que le client était très mal éduqué, par Amazon, par Google, par qui voulait, et que la qualité de service qu'il a chez eux, il la veut aussi pour ses produits d'assurance. Même quand c'est qu'une fois par an. Même quand c'est 1 fois par an. Et puis aussi parce qu'on a ces messieurs qui nous poussent à nous inventer, nous transformer, faire des partenariats aussi de temps en temps pour réfléchir justement à transformer le business model et la relation client. Alors justement, est-ce que tu vois de nombreuses initiatives en France ou ailleurs d'ailleurs, dans le domaine de l'InsurTech qui te donnent des idées pour le groupe Allianz, soit, alors je ne te demande pas des noms, soit à racheter, soit plutôt faire des partenariats, ou pourquoi pas développer en interne, parce que des fois les idées sont bonnes, mais vous pouvez les développer vous-même. Est-ce que tu as comme ça un certain nombre est-ce que pour toi elles sont nombreuses ou c'est encore limité? Il y en a de plus en plus.
il y en a de plus en plus, et c'est un peu un hasard du calendrier, mais je suis capable de citer au moins une initiative avec Eric et une avec Alexandre, alors avec toi c'est un peu indirect, sur lesquelles effectivement on est capable de travailler et de réinventer, parce qu'il y a de nouvelles demandes, de nouveaux produits. Nous, on travaille beaucoup avec une start-up qui a été accélérée au sein de l'accélérateur Alliance qui s'appelle Monuma, et avec qui, je crois, tu travailles en ce moment, qui fait, grâce à une technologie de blockchain, un nouveau produit d'assurance pour les objets d'art, la joaillerie, et qui associe à la fois la fiabilité de l'expertise, avec le certificat de l'expert. À la base, ce sont des commissaires-priseurs spécialisés experts d'assurance, et la partie assurantielle. Et je crois que c'est... Oui, absolument. Peut-être pour en dire deux mots. Avec Monima, on a allié en fait deux assurtech pour mettre en commun la techno blockchain et l'assurance contextuelle. Et on développe ensemble une assurance dommage au bagage sur le contenant et le contenu. Et donc ça, c'est un produit qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est le fait justement d'avoir pu se rencontrer de cette manière-là qui nous permet aujourd'hui d'apporter des solutions innovantes sur le marché. Et Emmanuel Moirand donc, est un de nos partenaires au sein de la FG2A. Exactement. Et donc, parce que je trouve c'est intéressant de prendre des exemples qui sont sur notre marché, parce qu'effectivement, on va vite parler de Zongan, etc., de choses extrêmement massives, mais il y a aussi d'autres choses qui sont très intéressantes. Et avec Eric, on a aussi un partenariat sur certains produits qui fait que on apprend des tas de choses. Moi, Eric, il m'a appris des tas de choses parce qu'on avait le premier produit qu'on a lancé était à destination des coiffeurs. Sur les pros, et moi qui connaissais pas les coiffeurs, et je sais pas si on les connaissait si bien Eric dans mon est secteur, spécialiste des coiffeurs. Eric m'a expliqué que tu veux fourguer ta responsabilité civile au coiffeur, il faut que tu sois dans l'hebdo du Biblonde. coiffeur qui s'appelle Biblonde. C'est quoi l'impératif catégorique du coiffeur? C'est soit blond ou soit blonde. Et j'ai mieux compris mon marché grâce à toi et grâce à ce pilote. Je plaisante, mais ça veut dire qu'il y a énormément d'initiatives qui sont capables de nous faire repenser effectivement la relation client, la façon dont on vend aux clients, mais la façon aussi dont on les conçoit. Pardon de te challenger ce point-là. Énormément, vraiment, ou encore un peu. Parce que je l'ai fait au hasard, je ne savais même pas qu'ils travaillaient ensemble. Je t'ai invité parce qu'on a bu une bonne bière à Berlin un jour. Et on se connaît par ailleurs, mais blague à part, je ne savais pas que vous travailliez ensemble. Le marché me semble encore dans l'insurtech en France relativement petit. Je trouve qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'initiatives quand on voit la taille de votre marché, que ce soit Aviva, Allianz, AXA, pour ne pas le citer. C'est exactement ce que je vais dire, mais peut-être que Gilles peut répondre également. Si tu parles en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de primes, effectivement, ça reste petit. Je pense que mes petits camarades aimeraient que ça soit beaucoup plus gros. Mais en termes d'initiatives, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup et qui émergent récemment. C'est très, effectivement, c'est pas le cas du tout il y a 3 ans. C'est très récent, mais vraiment, je trouve que c'est particulièrement le cas. Tu veux réagir, Gilles? Peut-être un mot simplement pour dire que si on veut vraiment accélérer, l'objectif, c'est pas nécessairement la quantité, c'est de trouver des initiatives qui vont vraiment s'intégrer dans nos écosystèmes, dans nos processus et qui vont permettre de transformer en profondeur notre business. Donc c'est bien de screener large, de chercher les pépites de demain. Et en même temps, je pense, en tout cas à notre échelle, notre objectif, c'est de repérer celles qui sont vraiment en situation de nous permettre de nous transformer dans un horizon court terme et de changer vraiment la manière dont on opère. Et en même temps, la question pour vous deux d'ailleurs, puisque tu as aussi pris le micro, mais qu'est-ce que vous inspire les développements de ces très gros acteurs, pas chez nous, mais comme Lemonade ou Trove, qui ont levé beaucoup d'argent pour chacun d'eux, mais ils ne sont pas très nombreux. Il y a Zongan, Lemonade, Trèves, on peut en citer 5 ou 6, Oscar Health, et qui pour certains disent demain, moi j'ai pris un café il n'y a pas longtemps avec Daniel, le fondateur de Lemonade, il te dit mais moi demain je veux remplacer un AXA, je ne veux pas être un partenaire d'AXA, je suis le AXA du 22e siècle. Oui, c'est effectivement. Il a levé que 200 millions, c'est un peu petit encore, mais c'est effectivement ce qu'il dit. Bien sûr que c'est des choses qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Alors d'autant plus que peut-être pour resituer Lemonade, c'est de la multirisque habitation qui a commencé à New York, qui est fondée sur une expérience totalement digitalisée, simple. Il y a une vidéo YouTube qui est extraordinaire qui vous montre ce que c'est à la fois que le règlement d'un sinistre sur Lemonade et processus de souscription de votre assurance habitation chez Lemonade avec un bot qui est extra, qui parle, etc.
D'abord, alors chez Allianz, je dois dire que nous, ça nous intéresse d'autant plus que cette levée de fonds, on y a participé. Pas Allianz France, mais le fonds venture du groupe qui s'appelle Allianz X a investi un ticket très significatif dans Lemonade. Moi, je suis à la fois admiratif de ce qu'ils font en termes de simplicité de l'expérience client, de simplicité de la gestion du sinistre et du règlement du sinistre qui se fait par photo avec une IA, avec un mécanisme de détection de fraude par vidéo, parce qu'on se filme en train de déclarer, qui combine la détection de fraude sur votre expression, votre body language et ce que dit votre voix. Ça, c'est assez remarquable. Donc, je suis très admiratif de cette techno et de cette façon de faire. En même temps, dans les rêves un peu démiurgiques de l'ami Daniel, je me permets de dire que Lemonade aussi, c'est quand même aujourd'hui, et peut-être qu'avec cette levée de fonds, il va continuer à se développer énormément, ce que je lui souhaite aussi comme actionnaire et peut-être bientôt comme partenaire. Mais pour l'instant, il est quand même dans le marché du locatif à Manhattan pour les gens qui ont un credit scoring. Ça veut dire qu'il prend, je ne sais plus, alors ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les chiffres, longtemps dans le monde des startups, c'était il y a 4 ou 5 mois. Et donc, c'était 7% des affaires nouvelles. Donc, je pense qu'il faut regarder, enfin c'est comme ça que nous regardons les choses, avec aussi beaucoup d'attention, parfois je le dis, y compris de l'admiration pour des choses qui sont faites de manière très intelligente, y compris dans la réflexion sur la relation client, dans l'usage de la technologie. Et en même temps, sans, je dirais, peur inconsidérée d'être remplacé demain aussi parce qu'on se fonde sur notre propre capacité à nous transformer. Trove, c'est un petit peu différent. C'est de l'assurance à la demande avec aussi une très belle levée de fonds. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant chez Trove, c'est l'alliance, je crois que c'est eux qui ont fait cette alliance avec Google pour Waymo, pour la voiture autonome en construction de Google. Et ça, Trove ne cherche pas à remplacer les assureurs, il veut travailler avec. Peut-être. En tout cas, ça, c'est un move que je trouve très intéressant. Très, très intéressant. Un avis sur ce sujet? Peut-être en complément de ce qui a été dit, nous, on voit le sujet un peu différemment sur le dommage et sur l'épargne. Donc, je crois qu'on aura l'occasion de reparler du sujet de l'épargne juste après. Sur le dommage, ce qui est magique avec Lemonade, c'est qu'ils sont vraiment partis de l'expérience client et même au-delà de ça, de ce qui fait de notre industrie, enfin, du problème principal de notre industrie qui est la confiance. C'est-à-dire que quand on regarde la manière dont nos clients regardent les assureurs, le problème numéro un qu'on a, c'est de générer de la confiance. Et donc en partant d'une expérience vraiment, vraiment fluide à la souscription, mais surtout de cette revendication que l'acte de remboursement au moment du sinistre est extrêmement fluide et sans couture, ils sont vraiment arrivés à adresser, je pense, un point de douleur du marché. Donc chapeau. Il faudra regarder dans 2 ou 3 ans le corps. Donc le corps, c'est grosso modo le rapport entre ce que vous percevez en termes de primes et puis ce que vous rendez sous forme de dommages. Confère le point de Julien sur la clientèle. Donc je ne prétends pas qu'il va être mauvais, hein. Je dis qu'il faut regarder quand même. Et puis sur la vie, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pour moi, le sujet est complètement différent pour le coup. Tout à fait d'accord avec Julien. Pour finir, Julien, sur ta partie, pour toi, quels sont les grands gisements de transformation du secteur de l'assurance vu de ta partie aujourd'hui, de ta position? Alors, je vais peut-être dire des choses qui sont connues, mais les grands gisements de transformation, il y a toujours le digital, parce qu'on est parti, je pense que Gilles en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, on est parti un petit peu plus lentement. Aujourd'hui, il y a de très belles choses qui se font. Chez Allianz, bien sûr, on digitalise les parcours clients, notamment par exemple, le dernier en date, c'est l'assurance emprunteur. Avec une très très bonne expérience client, des scores de satisfaction client qui sont très élevés, très bonne percée commerciale et une expérience qui est incroyablement fluide par rapport à d'autres process et qui est très très bien notée sur le marché. Je dis encore la digitalisation parce que peut-être que dans les années précédentes, en commençant à le faire, les assureurs l'ont beaucoup fait sur la partie très fronting, et la digitalisation de bout en bout du process doit encore être achevée, ce qui ouvre un boulevard aussi à Eric, par exemple, et à Plus Simple, qui est capable, lui, d'avoir une expérience digitale fluide bout en bout
qui est extrêmement, qui est tout à fait remarquable. Et le second, c'est toujours un levier technologique, c'est tout ce qui tourne autour du big data et plus particulièrement de l'intelligence artificielle. Je pense que notamment au niveau de la souscription, qui est aujourd'hui encore peu automatisée, digitalisée, il y a, que ce soit d'ailleurs sur le risque de particulier ou même sur le risque d'entreprise, des viviers de croissance et de profitabilité majeurs dans les 5 années à venir sur l'IA et la souscription en fait. Eric, donc nouveau mode de courtier, beaucoup plus de digital. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que Plus Simple amène au monde de l'assurance? On parlait des coiffeurs. En fait, tout a commencé avec... Métier de base, je crois. De quoi ? La coiffure, tu as commencé par la coiffure, c'est ça? Oui, j'ai commencé par la coiffure. Non, en fait, j'ai le même coiffeur depuis 15 ans. Tu te réussis très bien. C'est gentil, merci. On va te laisser pagayer avec ça. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que, en fait, il n'avait pas d'interlocuteur sur l'assurance et que pour lui, l'assurance, c'était le parcours du combattant, le truc où il comprenait rien, etc. Et ça m'a rappelé une expérience quand j'étais un peu plus jeune, qui était d'aller acheter un ordinateur. Alors pour un certain nombre d'entre vous qui ont connu cette époque, quand vous alliez acheter un ordinateur, le vendeur expert savant vous demandait bon alors qu'est-ce qu'il vous faut comme vitesse de processeur, taille de mémoire vive, marque de disque dur, et vous lui disiez bah je sais pas, je veux faire du traitement de texte. Et ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'assurance. C'est-à-dire que on demande aux clients, alors vous êtes plutôt responsabilité pro avec un niveau de garantie de 300 000 euros en dommages incorporels ou je sais pas quoi, et le client dit bah non, moi je veux juste remplir mes obligations légales. Ou au contraire, je veux être dans une logique de tout risque et que s'il m'arrive quelque chose, je vous appelle et j'aurai une réponse en termes de service. Et donc tout est parti de là en se disant est-ce qu'on peut pas recentrer en fait complètement le parcours sur le client. Et donc Plus Simple est parti de ce postulat en disant finalement le client commence le parcours en disant comment il s'appelle, le nom de sa boîte. À partir du moment où il a mis le nom de son entreprise, ou elle a mis le nom de son entreprise, puisqu'on a une majorité de clientes et pas de clients, alors s'enclenche un processus où on a à peu près 600 variables sur l'entreprise, ce qui permet au robot de commencer son travail d'analyse et de poser des questions qui sont des questions sur mesure. Donc une dizaine de questions, là où aujourd'hui, mon pauvre coiffeur, quand il a voulu assurer l'ensemble de ses risques, il a répondu à 300 questions, il a signé une dizaine de polices d'assurance et il a accumulé 1000 pages de documentation papier. D'accord ? Autant dire qu'il était complètement paumé et que au moindre sinistre ou question sur son assurance, il ne savait pas à quel sens vouer. Et donc, on a complètement transformé ça. Le client met le nom de son entreprise. On pose une dizaine de questions qui sont générées de manière dynamique. On assemble des propositions qui vont couvrir l'ensemble de ses besoins, donc assurer sa responsabilité, ses locaux, sa voiture, sa santé, la santé de ses collaborateurs, sa prévoyance. On est capable de tout embarquer. Le client signe en ligne, paye en ligne et est assuré immédiatement à ses attestations d'assurance disponibles dans son coffre-fort électronique. Et ce qui est marrant, c'est que chaque fois qu'on montre nos parcours à des professionnels de l'assurance ou de la banque avec lesquels on travaille, ils disent waouh, alors que le client, quand on lui montre le parcours, il passe par le parcours, il dit bah ouais, j'ai acheté mes assurances en ligne, quoi. C'est juste normal. Ouais, c'est juste normal. Et donc il y a une espèce de décalage qui est assez dingue entre finalement le client qui pense que c'est complètement normal et il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Finalement, j'ai juste acheté toutes mes assurances en ligne et les professionnels du secteur qui se disent ah bah intégrer en plus à la fois la partie dommages et la partie santé prévoyance, c'est du jamais vu. Vous cassez tous les codes, etc. Et donc le constat qu'on a fait, c'est que finalement, on est dans une industrie qui est organisée par produit. Et tout le monde approche le client par le produit, à telle enseigne même que chez certains assureurs, il n'y a même pas de client. Il y a une adresse de risque, il y a un contrat, mais il n'y a pas véritablement la notion encore de client. Qu'est-ce qui explique selon toi que ce débat-là arrive seulement en 2017-18, alors que tu viens de la banque? Dans les années 90, c'était le débat dans les comex de banque. Il y a eu tous les projets CRM en co qu'on connaît, qui ont mis un petit peu de temps avec l'explosion de la bulle, mais enfin disons que c'était déjà là. Pourquoi l'assurance a été plus à l'abri comme secteur, peut-être, plus protégé?
Alors j'ai quelques explications qui ne sont pas toujours politiquement correctes. C'est pas grave, on est entre nous là. La Il y a que première, 3 caméras. la première, en fait, c'est que l'assurance, c'est chiant, quoi. Quand tu es un client, t'achètes jamais tes assurances, c'est jamais un achat plaisir. Il y a assez peu d'intérêt, il y a assez peu d'investissement même dans le process. C'est un peu stressant parce qu'on se dit si je réponds mal, éventuellement j'aurai des soucis, mais c'est pas glamour. Et donc du coup, comme c'est pas glamour, les gens prêtent assez peu attention au sujet. Et le corollaire de ça, à mon avis, c'est que c'est une industrie qui est extrêmement riche, où les niveaux de marge, de rentabilité sont encore hyper élevés. Et donc c'est un secteur qui n'a pas forcément besoin d'innover de manière aussi pressante, Pas par cette exemple, frugalité, quoi. que les banquiers qui voyaient leurs revenus s'effondrer. Attention, c'est un courtier qui parle. J'ai été assureur aussi. Fais attention parce que tu es quand même entouré. J'ai dirigé pendant 5 ans une compagnie d'assurance et effectivement les niveaux de rentabilité qui étaient générés sont par rapport à d'autres industries assez confortables. Donc pour toi, il y a c'est une partie de l'explication. Ouais, donc je pense que c'est une partie de l'explication et aujourd'hui certains. Alors pourquoi, excuse-moi, si c'est si confortable, pourquoi dans les insurtech on voit que des courtiers et pas des assureurs? Parce qu'à part Alan en France, WeFox qui vient de lancer One de l'autre côté du Rhin, et effectivement les Monas dont on a parlé ou Zongan, la plupart des insurtech elles sont juste très contentes d'aller vendre aux assureurs, quoi. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que, enfin, il faut savoir où tu te places dans la chaîne de valeur. Et nous, on a choisi de se placer véritablement sur la relation client et d'être un assembleur de solutions. Après, ce que je constate, l'assurance, c'est une industrie qui est née il y a 40 siècles. Donc ça commence à dater un peu. Et cette industrie, elle a toujours été hyper innovante, parce que finalement, elle vit au rythme de la société et des risques de la société. Et donc, il y a toujours eu de l'innovation. Il n'y a pas grand-chose à inventer au niveau produit. Il y a des petites choses à la marge, mais le cœur de l'industrie, à mon avis, il a toujours répondu présent en termes d'innovation. Et donc, je pense que le plus gros levier d'innovation, en tout cas à court terme, c'était dans la relation client et l'organisation de cette relation client pour centrer l'expérience sur le client et dépasser ce clivage qui existe par produit. Je vais raconter une anecdote sans citer l'assureur avec lequel on a travaillé sur le sujet, parce qu'on a une dizaine d'assureurs avec lesquels on travaille, mais on s'était dit on veut travailler sur telle niche de clientèle ensemble. Et donc on réunit toutes les équipes de l'assureur, on y va, on avance, on avance, on avance. Et donc on avait à la fois les gens qui s'occupaient de la santé et de la prévoyance, et les gens qui s'occupaient de l'assurance de l'activité. Et tout le monde super motivé, on était sponsoring de la direction générale, waouh, on y va, c'est super. Et 6 mois après le début des travaux, parce que ça prend un peu de temps, il y a une partie de l'équipe qui dit finalement, on va laisser nos camarades du dommage avancer avec vous, parce que nous, c'est pas si intéressant que ça, finalement, cette niche. Et ils nous ont planté en fait au milieu du gué. Et donc, on n'avait qu'une partie de l'offre avec cet assureur, alors que dès le départ, on s'était dit on va travailler ensemble pour craquer le sujet de cette profession. Voilà, donc, il y a, je pense, au niveau de la distribution, quelque chose de plus important à accomplir qu'au niveau de la création de produits et le portage de risque. Je vais devoir arrêter avec toi parce que si tu continues, tu n'auras plus aucun assureur qui te parlera. Donc je vais passer à Gilles. Non mais blague à part, on est aussi un peu pris par le temps quand même. Je vouloir parler plutôt aussi un petit peu de l'autre facette du monde de l'assurance. On parle beaucoup de dommages. Enfin, les assureurs, il y a quand même beaucoup les assureurs vie avec toute la partie patrimoine. On sait qu'en Europe, c'est un gros sujet, l'épargne. Sur ce domaine, moi j'ai toujours la même remarque, c'est que c'est pas tout neuf. Ça fait quand même maintenant une quinzaine d'années que je crois que j'ai ouvert mon compte chez Alta Profit, à peu près à la même date chez mes placements vie, peut-être un an plus tard. 0% de droit d'entrée, la dernière fois que j'ai vérifié chez mes grands assureurs ou grands banquiers, c'est toujours entre 3 et 5. 0,6 de frais de gestion à 0,7 s'il y a un fonds géré, et c'est toujours au moins 0,10 à 0,30 de plus chez d'autres amis. Et j'ai aussi vérifié, ça reste toujours des micro-acteurs, 15 ans après, si on parle même s'ils parlent de quelques milliards d'encours, mais c'est ridicule, comparé à l'encours d'épargne global. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que ces acteurs alternatifs sur cette partie vie, finalement, n'aient pas séduit la grande masse du public? Et ils sont pourtant là depuis longtemps, ils sont complètement digitaux, tout est en ligne. Le rachat en 48 heures chez eux, c'est un truc qui est là depuis 2004, alors que c'est arrivé très récemment chez certains gros assureurs, etc. etc. Toi qui es là-dedans depuis... Déjà, on fait le rachat en 48 heures chez nous, donc venez chez Aviva. Ça fonctionne déjà pour notre offre principale. Alors effectivement, le constat, c'est celui que tu décris, c'est-à-dire que
Tout à l'heure, on parlait du flux de nouvelles affaires bancaires qui étaient faites par des acteurs directs de 30%. Sur l'assurance vie, on est à 2%. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est OIC et je crois Deloitte dans leur dernière étude. Donc le constat, il est clairement celui que tu décris, c'est-à-dire un shift qui n'a pas lieu. Et après, sur les raisons, je pense qu'il y a deux types d'éléments. Il y a des éléments liés à la complexité, derrière laquelle il ne faut pas se cacher parce qu'elle n'est pas inéluctable, mais il faut en tenir compte. Et puis, il y a des éléments liés à, je dirais, une démarche insuffisamment centrée sur les besoins du client. Alors, si on regarde le sujet de la complexité, l'épargne, chez nous, c'est essentiellement de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un produit extraordinaire, mais qui est compliqué, intrinsèquement compliqué. L'exemple, quand même, c'est 75% des Français pensent que l'épargne est bloquée sur un contrat d'assurance vie. Est-ce que vous pensez, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui pensent ça? Parce que si c'est le cas, ça n'est pas vrai. Il y a des avantages fiscaux qui, d'ailleurs, changent de moins en moins maintenant en fonction de la durée avec la nouvelle loi de finances, mais l'épargne, elle est parfaitement disponible. Donc même sur un élément aussi critique que la disponibilité de l'épargne dans un contrat, l'essentiel des Français ne connaissent pas les caractéristiques du produit. Parce que le produit est très riche, très compliqué, et donc c'est compliqué de l'expliquer. L'autre complexité, c'est la dimension des processus et de la réglementation. Donc la réglementation protège les épargnants, et ça c'est très bien, mais elle ajoute un niveau de complexité sur nos processus, y compris, et peut-être même surtout au niveau de la souscription, qui est extrêmement important. Donc, quelle que soit l'énergie qu'on met dans la fluidification des parcours, de l'expérience utilisateur, on est dépendant d'un certain nombre de contraintes qui font que le processus de souscription d'un contrat d'assurance vie en ligne est extrêmement lourd. Bon, ça, c'est un fait. Après, une fois qu'on a dit ça, comment on tourne autour? Et là, c'est le sujet de l'expérience utilisateur. On en a parlé tout à l'heure, Eric l'a très bien dit. Le point de départ, c'est pourquoi le client achète-t-il un contrat d'assurance vie? Pourquoi le client épargne-t-il? Évidemment, là, selon qu'on se situe dans le cadre de je veux préparer un projet, je veux avoir un complément de revenu, je veux préparer ma retraite, je veux préparer ma succession, l'approche est différente. Et c'est une des forces de ce qu'on est arrivé à faire avec le robot dans notre réseau intermédiaire, c'est justement de faire naviguer le client de son besoin vers le produit de manière beaucoup plus fluide. Alors justement, aujourd'hui chez Aviva, quelle est votre vision de cette digitalisation? Parce que si je t'entends, tu dis que c'est compliqué. Tout à l'heure, tu parlais de la digitalisation de bout en bout. Est-ce que tu es plutôt un peu comme on l'évoquait tout à l'heure avec le Crédit Agricole, où il y aura toujours de l'humain au milieu à certaines phases du process, ou est-ce qu'on peut, et c'est juste une question de temps, arriver à un tout digital dans la relation assurance, en particulier dans cette partie d'assurance vie? En fait, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut souhaiter. En fait, ce qu'il faut souhaiter, c'est de faire le plus de business possible avec des clients les plus satisfaits possibles. Donc le bout en bout digital, est-ce que ça doit être notre objectif à nous tous? En tout cas, chez Aviva, ce n'est pas le nôtre. Chez Aviva, notre objectif, c'est de mettre le client au centre et de faire en sorte que tous les canaux travaillent de manière intégrée et sans couture pour délivrer un objectif. Alors ça, encore une fois, c'est la grosse tarte à la crème, ça fait 15 ans qu'on en parle. Je pense que dans le domaine de l'assurance, qu'on est en train de faire avec la marque unique, dont vous avez peut-être entendu parler dans les journaux, c'est quelque chose d'assez nouveau quand même et assez novateur. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Laurent. Un petit peu seulement. Mais je vais un peu l'approfondir. Sur les sujets donc, de parcours digital, toi aujourd'hui, par exemple, quand on discutait en préparant sur mes placements vie ou Alta Profit, je me suis permis de te dire peut-être il y a un sujet de confiance. Puisqu'ils sont tous digitaux, mais ils ont quand même des noms. Alta Profit, sympa. Et on a beau dire que les grands acteurs perdent de la confiance, quand il s'agit de placer l'argent pour ma retraite, moi, naturellement, je me suis dit que même si vous prenez un peu de frais, j'ai peut-être plus confiance en un Allianz, un Aviva, un AXA, j'en ai cité 3 pour être tranquille, que en quelque chose que je ne connais pas, même si en fait, derrière, ça reste des assureurs qui ont pignon sur rue, mais on les voit moins dans la marque. Et tu avais une autre opinion, ça m'intéresse qu'on la partage. En fait, moi, j'aimerais que ça soit le cas. Hein. Et pour le coup, ça a été vrai, ça ne l'est plus. Ce que dit, je crois, la dernière étude qui a été faite là-dessus par un de tes confrères, Soprasteria, je crois, c'est que les entreprises de technologie ont un niveau de confiance, enfin les clients accordent aux entreprises de technologie un niveau de confiance qui est supérieur à celle des institutions financières. Et dans un rapport qui est assez important. 75% des clients
considère qu'il est OK de donner son argent à une fintech ou à un GAFA, on va dire, contre 54% pour les banques et les assurances. Donc, ce qui a été vrai pendant très longtemps est en train de basculer. Est-ce que ça va permettre pour autant de libérer le business qui est fait 100% end-to-end digital? Pas sûr, parce qu'il restera quand même les problématiques que j'ai évoquées sur les processus et la complexité. Mais je ne pense plus que la confiance soit au cœur de l'équation, en fait. Pour terminer, une dernière question. Aviva travaille, je présume, comme la plupart des assurances, avec différentes fintech ou insurtech. Y a-t-il quelques cas concrets que tu peux nous citer? Oui, bien sûr. Donc, concernant le robot advisor, donc on a déployé il y a maintenant 1 an une brique d'intelligence artificielle qui permet à nos clients épargne actuelle, donc qui est le courtier captif d'Aviva, de faire un questionnaire sur les besoins, donc sur ce qu'on appelle le profil investisseur, et ensuite de proposer une allocation d'actifs. Donc c'est quelque chose qu'on a décidé délibérément de faire d'emblée dans un mode fintech. Donc le robot, le moteur qui alimente ce robot, c'est Fundvisory. C'est une fintech que je vous recommande d'ailleurs, puisqu'on l'avait analysé comme sans doute le meilleur robot en termes d'algorithmes et d'allocation, donc y compris dans des phases de baisse. Donc on n'a pas beaucoup vécu, donc on n'a pas beaucoup de retour d'expérience sur ce que vont faire nos robots du standard du marché dans une phase de baisse. Mais donc on a pris le parti de s'appuyer sur une fintech qui est Fundvisory, à la fois donc pour la qualité de son algorithme, mais aussi sa capacité à s'intégrer dans un écosystème informatique qui est complexe, donc avec des API, des gateways, enfin des choses qui nous permettent de nous connecter facilement sans passer des heures ou des jours ou des mois à intégrer. Merci, j'aurai encore plein de questions, mais comme je viens de regarder l'heure, je vais m'arrêter sur mes questions, parce que sinon mes panélistes suivants vont me lyncher. Donc un grand merci de vous être libérés aujourd'hui. De toute façon, il reste pour certains au déjeuner, vous pourrez leur poser des questions, c'est dans 45 minutes. Mais d'abord, nous avons un panel sur le paiement, je vous remercie de les applaudir.